Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième quart de finale entre la Belgique et l'Espagne. Ça a été un match plutôt semblable à celui d'hier, avec une équipe qui essaye d'attaquer et l'autre qui essaye de défendre. On a vu dès le début de match que malheureusement Tillmans s'était blessé à l'échauffement et que Van Aken a dû le remplacer. Est-ce que ça allait changer quelque chose? Je pense pas forcément parce que vu la stratégie de la Belgique, est-ce que Tillmans aurait été euh, plus adéquat que Van Aken? Je ne sais pas. En tout cas, je pense pas qu'il aurait apporté plus que ça parce qu'on sait que Tillmans c'est un joueur qui aime bien tâter le ballon, donc là, ça aurait pas forcément été une physionomie de match qui l'aide. Euh, mais donc, comme je l'ai dit, l'Espagne a largement dominé. Ça a été un match qui ressemble fortement à ceux qu'ils ont fait durant cette Coupe du Monde. C'est pas flamboyant, mais l'Espagne a la possession, elle essaye de se créer des occasions, mais on voit quand même qu'il y a des joueurs qui sont pas en forme, pas en confiance. Mais ça, on le verra dans la vidéo. Honnêtement, ce match n'a pas été grandiose, hein. C'est assez décevant encore une fois. Lamine, qui devait être quand même la star de ce match et qui devait aussi un peu lancer sa Coupe du Monde parce que jusqu'à là, il n'avait pas fait grand chose, pardon, je trouve. Là, je trouve qu'il est encore déçu. Euh, Est-ce que c'est physique? Sans doute. On l'a vu sur certaines séquences où il pouvait quand même effacer son défenseur. Et je trouve qu'il a moins son coup de rein qu'il a d'habitude. Ni même, il a même pas tenté d'extérieur comme il fait aussi. Ça a été assez compliqué aussi dans le jeu associatif. Il y a plusieurs fois où il y a eu des tentatives d'une-deux avec Ferran Torres, mais soit la passe de Ferran n'était pas bonne, soit le contrôle de Lamine n'était pas bon. Et aussi une action euh, qui pouvait être très dangereuse où Lamine est lancé par Rodri sur une transversale. Enfin, non, c'est pas une transversale, mais c'est plutôt un ballon, euh, un ballon qui part de l'axe et qui est malheureusement mal contrôlé de la part de Lamine. Il se met le ballon sur son pied droit et après le ballon part vers le gardien. Là, c'était vraiment une bonne occasion parce qu'en plus, on voit au ralenti que il avait fait le bon appel, il avait bien temporisé avant de se lancer, en attendant bien que Rodri l'ait vu et qu'il lance sa passe. Voilà, que des petites imprécisions, pas mal de loupés techniques, hein, que ce soit Lamine et même Pedri qui rentre en jeu. Franchement, Pedri est très 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 déçu de sa Coupe du Monde et déçu aussi de sa saison avec le Barça. Il n'était pas titulaire et honnêtement, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique parce que bah, il déçoit. Il n'a pas le contrôle qu'il a d'habitude. Beaucoup de déchets techniques. Encore plus sur ce match, je trouve, que sur ceux d'avant. Et même, il est à la limite de ralentir le jeu, je trouve. En fait, plusieurs fois, il y a des situations où il peut aller de l'avant, mais non, il préfère temporiser, il préfère sécuriser. Mais le problème, c'est que bon, Pedri joue en Espagne. Et je pense qu'il doit savoir qu'il y a d'autres joueurs qui contrôlent un peu le jeu. Et en fait, c'est parfois et souvent à lui euh, que repose l'accélération au milieu de terrain. Et là, ça n'a pas été le cas. Et son remplaçant, lui, Fabian, n'a pas non plus fait un match grandiose, mais il a su marquer son but, il a su être dans la zone, il s'est projeté. Là, par exemple, si c'était Pedri à sa place, c'est sûr que Pedri, déjà, il serait à l'extérieur de la surface de réparation, hein. Ça, c'est une certitude, je pense. Fabien, lui, c'est quelqu'un qui se projette assez souvent, et donc il en a profité pour marquer son petit but. C'était pas très compliqué pour lui, je pense. Il avait certes quelques joueurs devant lui et le gardien, mais il a su la mettre au fond des filets et ça a lancé l'Espagne. Après ce but-là, je me suis dit que peut-être que ça allait lancer la machine pour l'Espagne,
mais pas forcément. Elle a continué à jouer sur ce rythme lent. La Belgique non plus ne proposait pas grand-chose. Pourtant, c'était elle qui était menée au score. Mais elle a continué sur sa stratégie défensive en attendant bloc bas. Quelque chose aurait pu être fait contre cette Espagne car franchement, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable ce que nous propose l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Franchement, j'ai peur pour elle contre la France en demi-finale. Mais ça, c'est un autre match. On verra ça en temps voulu. Mais donc, oui, finalement, le jeu continue comme en début de match. L'Espagne qui domine, qu'elle contrôle, c'est stérile. Et au final, c'est même pas une projection forcément parce que le rythme, comme je l'ai dit, il a été lent tout le match. Mais sur un centre, Decateler, il a su mettre son but, il a su égaliser. Et là, forcément, il y a un problème défensif du côté de l'Espagne. D'abord sur le côté où en deux-trois passes, la Belgique se crée un espace. Cucurella est trop loin de l'attaquant. Même c'est Baena, je crois, qui n'a pas suivi le centreur. Et ensuite, je sais plus qui a centré, mais le Belge, il réussit à la mettre sur la tête de Ketteler, qui a bien réussi à se démarquer. Euh, il a su prendre le dessus sur Koubarsi. Là, forcément, c'est défendu, c'est mal défendu sur le côté, mais aussi dans l'axe parce que je sais pas où se trouve la porte sur cette action, franchement. Je sais pas s'il prenait un joueur, mais il aurait dû être là parce que c'était du côté du central gauche. Il aurait dû défendre cette zone, gêner Decateler et il était même pas présent. Et c'est Koubarsi qui a dû aller sur CDK pour le gêner, mais il y a un retard qui s'est créé dès le début de l'action qui a pas pu être rattrapé par Koubarsi. Et il y a quand même une différence physique, je trouve, entre De Ketelaere et Koubarsi. Et donc, il a su mettre sa tête. Unai Simon n'a pas su arrêter ce ballon. Unai Simon qui n'avait pas été inquiété pardon, de cette Coupe du Monde. Et là, sur une action dangereuse, il se prend le but. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Non, franchement, je pense pas. C'est un arrêt qui est assez dur, ça va vite. De Ketelaere, il est proche du but. Donc, franchement, je lui en tiens pas compte. Mais sur la suite du match, compliqué pour Unai Simon. Que ce soit au pied, que ce soit dans les arrêts, je le trouve vraiment, vraiment pas rassurant. Quand on sait que sur le banc, il y a Raya et Joan Garcia qui ont tous les deux fait une très grande saison dans leur club. Donc, ouais, Unai Simon pas en confiance. Même avec Bilbao, il a franchement pas été bon. Je me souviens notamment des deux matchs de Bilbao contre Barcelone où il fait quand même des erreurs qui coûtent des buts à son équipe. Et là, pas forcément sur le but que l'Espagne a pris, mais vers la fin de match, il y a eu des dégagements qui ont été assez mauvais, soit en touche, soit pas assez sur ses coéquipiers, et ça part directement en touche. Il y a une sortie aussi qui est assez, enfin qui est pas assez, qui est très mauvaise, qui aurait pu coûter un but à l'Espagne. Franchement, j'ai pas compris la sortie d'Unai Simon. Euh, Heureusement, il y a Laporte derrière qui dégage le ballon, parce que derrière, il y avait Lukaku qui pouvait peut-être reprendre le ballon. Donc attention, le prochain match c'est contre la France. Il y a quand même des très grands finisseurs, des très grands attaquants du côté français. Donc ouais, pas rassurant. Mais bon, Luis de la Fuente, ça fait très longtemps qu'il fait confiance à Unai Simon. Même s'il était pas bon en club, ça m'étonnerait qu'il fasse un changement de dernière minute en demi-finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il va rester sur Unai Simon. Donc ouais, pas rassurant, hein, parce que si la défense est battue, j'ai pas forcément confiance en Unai Simon. Mais donc, au final, après, à la mi-temps, on se retrouve à un partout. La Belgique marque juste avant la mi-temps, donc c'est parfait pour elle. Et bah, du coup, c'est la pause. Et en seconde mi-temps, ça a été la même chose un peu qu'en première, hein, rythme assez lent, peu d'espace pour l'Espagne, pardon. Pedri, il y a eu des changements assez rapides de la part de Luis de la Fuente. Pedri, Ferran sont rentrés.
En fin de match, il y a Nico Williams qui est rentré aussi. On voit quand même qu'il y a une différence entre lui et Baena parce que Baena, qui avait fait des bons matchs avant, hein, dans son registre évidemment, parce que c'est pas un ailier de percussion et de dribble, mais il avait été meilleur, je trouve, que sur ce match où là, il a franchement pas apporté grand-chose. Dommage pour lui et pour l'Espagne. Et quand Nico Williams est rentré, on a vu qu'il y a eu quand même des tentatives de provocation. Il aurait pu aussi reprendre le ballon sur le deuxième but espagnol. Donc, ouais, à voir. Après, malheureusement, c'est que Nico Williams, il est rentré à quelle minute? Je me souviens plus, je vais regarder. Mais Nico Williams, il est rentré encore très tard, donc ça présage pas un temps de jeu énorme sur le prochain match. Euh, il est rentré à la 79e minute. Donc ça m'étonnerait qu'il joue une mi-temps ou qu'il soit titulaire sur le prochain match. On connaît son importance du côté espagnol. Donc ouais, en plus il y a un petit changement capillaire. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas? Moi je vous avoue, je suis pas fan. Mais bon, il a tenté quelque chose, quoi. Mais ouais, Baena, pas incroyable. Ferran, il a apporté quelques petites choses, je trouve. Bon, certes, lui aussi, il n'a pas apporté grand-chose dans la percussion, mais on a vu que dans l'axe, il a essayé quelques combinaisons, notamment avec Lamine Yamal. Je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Toujours un contrôle, une passe loupée. C'est dommage pour Ferran parce que les intentions sont bonnes, l'envie est là, mais parfois la réalisation est loupée, que ce soit par un- un contrôle ou une passe loupée, donc dommage pour lui et pour l'Espagne. Euh, Comme oui, je vais en revenir un peu chronologiquement. Donc ouais, peu d'occasions, j'ai même du mal à vous en fournir. Euh, la Belgique de son côté, très très peu d'occasions. Ça a dû être un match très frustrant pour les attaquants belges, notamment pour Doku, dont on connaît son style de jeu. Euh, il aime bien jouer dans des équipes qui ont la possession. euh, il aime bien avoir le ballon balle au pied pour percuter, provoquer son adversaire. Et là, ça a été un match très compliqué parce qu'il a dû partir euh, de sa zone défensive et il a dû euh, il a dû dribbler un peu tout le terrain, donc ça reste compliqué. C'est très, enfin, et en plus, son équipe est derrière, donc il est souvent mal accompagné, souvent seul sur son côté, et il doit faire la différence contre plusieurs joueurs espagnols. Et bah, ça devient tout de suite plus compliqué. Il a provoqué quelques petites fautes dans des situations qui étaient mal embarquées pour lui. Mais voilà, c'est des fautes qui arrivent euh, à 60-80 mètres du but adverse. Donc compliqué d'amener du danger. De Ketteler, il a su mettre son but. De l'autre côté, Trossard, qui fait une très bonne Coupe du Monde. C'est peut-être, ouais, je sais pas si c'est le meilleur Belge, mais pour moi, top 3 des meilleurs Belges de cette Coupe du Monde. Et on a clairement vu une différence quand il est pardon, ailier droit et ailier gauche. Quand il est ailier gauche, je le trouve beaucoup plus, pas percutant, mais incisif. Il arrive à trouver des passes dangereuses. Et là, ça a été beaucoup moins le cas. Son équipe aussi a pas du tout eu le ballon, donc compliqué de se montrer. Et en plus, lui, contrairement à Doku, il n'a pas la vitesse pour pouvoir provoquer ses adversaires et faire des différences. Donc, match compliqué. Il a même été sorti par Rudy Garcia. Compréhensible. Dommage. J'ai été un peu déçu de ne pas voir Luque Bacchio. Je sais pas s'il était disponible. Luque Bacchio, il n'est pas rentré sur ce match. Franchement, j'ai du mal à comprendre. En plus au milieu de terrain, il y a Witsel qui joue 30 minutes alors que il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur cette Coupe du Monde. Luke Bacchio, on a vu que ce soit contre les États-Unis et contre le Sénégal, il avait apporté des choses très intéressantes sur ce côté droit. Donc oui, en plus, je pense que pour Rudy Garcia, pardon, fallait se la jouer parce que la Belgique n'a jamais mené sur ce match. Et ouais, peut-être qu'il aurait pu provoquer, amener des choses que Trossard n'a pas amené. Et finalement, à la 71e,
Le tournant du match, c'est pas forcément une action, pas forcément un fait de jeu, mais c'est peut-être la blessure de Courtois, Courtois qui est sorti en larmes. On peut le comprendre, c'est très certainement sa dernière Coupe du Monde. Je crois que c'est musculaire. Il a été remplacé par Seny Lamens qui avait fait une très bonne saison avec Manchester United. Et ouais, c'est peut-être ça le tournant du match parce que euh, avec l'entrée de Merino vers la 85e, 86e, il y a surtout le départ de l'action, ça part de Koubarsi. La Belgique qui était très bas dans sa zone, hein, comme pendant pratiquement tout le match. Il y a eu une petite erreur, c'est qu'on a laissé peut-être un petit peu trop d'espace à Koubarsi, qui a décidé de changer un peu, d'accélérer un peu le match en tirant de loin. Frappe qui était pas forcément très bonne, il y avait un peu de puissance, il y avait peut-être le rebond qui pouvait gêner, mais voilà, c'était pas en pleine lucarne, c'était pas forcément sur un côté. Et donc, moi, je pensais que voilà, Seny Lamens, il allait pouvoir, que ce soit l'arrêter euh, ou la prendre assez facilement. Et au final, peut-être que c'est le rebond qui l'a un peu gêné. Le ballon qui lui rebondit sur le ventre, le torse. Et ouais, il n'arrive pas à capter le ballon. Et ensuite, Merino qui, lui, on sait, il a souvent joué numéro 9 avec Arsenal. Il aime bien mettre des buts, il aime bien être dans la surface, même si c'est un milieu de terrain. Et là, il s'est pas fait prier, hein. Un mauvais arrêt de Lamens. Et après, il a réussi à prendre le dessus sur ses défenseurs. Nico Williams aussi, comme je l'ai dit dans cette vidéo, il pouvait peut-être aussi reprendre le ballon. Mais c'est Merino qui prend le dessus. Et ensuite, il met un pétard dans les cages. Et ça fait 2-1 pour l'Espagne. Et là, on savait plus ou moins que la qualification était faite à 90% pour l'Espagne, au vu du jeu qu'avait proposé la Belgique. Euh, ouais, le but, il arrive à la 88e, je crois. Donc, Merino, 2 minutes sur le terrain, qui marque, qui donne la victoire encore, comme contre le Portugal au tour précédent. Ouais, c'est le super sub de l'Espagne, hein. C'est pas la première fois. Euh, il marque énormément de buts avec l'Espagne, alors que c'est pas comme avec Arsenal, hein. Il a jamais joué numéro 9 avec l'Espagne, mais il marque souvent. Et donc là, il va permettre de donner la victoire et la qualification à l'Espagne. Forcément, la Mens, là, grosse erreur, bah, il va s'en vouloir, hein, parce que quelque part ça coûte le match à la Belgique, à son équipe. En plus, les réalisateurs, ils se sont pas fait prier, hein. Dès l'erreur de la Lamens, ils ont direct mis un focus sur Courtois pour voir sa réaction, qui lui était sur le banc. Ouais, c'est dur pour la Belgique. Au final, l'équipe qui mérite la victoire, c'est quand même l'Espagne parce que la Belgique a défendu pendant pratiquement tout le match. Certes, après le deuxième but, l'Espagne a laissé un peu plus le ballon à la Belgique parce que voilà, le match était fait. Donc, et puis même après le deuxième but, hein, il y a pas grand danger. Il y a la sortie dangereuse d'Unai Simons, mais voilà, c'est trop pauvre pour la Belgique qui aura fait un beau parcours, un beau parcours. Je pense que l'objectif au départ de cette Coupe du Monde, c'était quart de finaliste. Au vu du groupe plutôt facile, la Belgique était chapeau 1. Euh, voilà, au final, ça a été plus compliqué que prévu dans cette phase de groupe, mais au final, elle a terminé première. Oui, première. Malheureusement, en 16e, pardon, euh, elle a affronté le Sénégal. Franchement, c'est assez dur. Tu termines premier de ton groupe et dès 16e, tu tombes contre le Sénégal qui a fini parmi les meilleurs troisièmes. Il y a eu la remontada, le soupçon d'orgueil, euh, le... parce que certes, le Sénégal a mené jusqu'au 2-0, mais après, c'est complètement écroulé.
et la Belgique a pris le dessus. En huitième, elle a fait son meilleur match de cette Coupe du Monde contre les États-Unis. On savait en plus qu'il y avait une atmosphère nauséabonde avec le Balogun. Je pense que ça a ça a été plus positif du côté de la Belgique que des États-Unis. Je pense qu'il y a clairement eu un peu un sentiment de seul contre tous. On va battre le système. Je pense qu'il y a eu un peu ce sentiment-là dans le vestiaire. Rudy Garcia aura réussi sa Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de doutes sur lui. On sait qu'il est souvent moqué en France. Et au final, il aura répondu aux attentes, hein. C'était clairement les quarts de finale qui étaient visés par la fédération, je pense. Voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, notamment en phase de poule. Mais sa Coupe du Monde aura été réussie et je pense que Rudy Garcia n'aurait pas pu tirer plus de cet effectif belge. L'Espagne va finalement gagner ce match assez tranquillement et va falloir se préparer, hein. Va falloir se préparer pour cette demi-finale France-Espagne. France-Espagne, c'est assez excitant. Ça l'aurait été encore plus si on avait vu une Espagne un peu plus version 2024. Parce que franchement, les matchs de l'Espagne n'ont clairement pas été les meilleurs de la Coupe du Monde. Donc voilà, on espère un réveil, notamment de ces stars, de Pedri, de Lamine. Au final, les meilleurs joueurs de l'Espagne, c'est peut-être Rodri. Rodri, sûrement le meilleur joueur de cette Coupe du Monde du côté espagnol. Olmo qui a fait un très bon tournoi pour l'instant. Voilà. Il n'a pas forcément été décisif, mais je le trouve important et bon dans son rôle. Merino aussi en super sub, Ferran qui fait des bonnes rentrées, mais il y a du déchet et ça c'est dommage. Et la paire Koubarsi-Laporte, même si voilà il y a une erreur de leur part je pense sur le but. On peut aussi rajouter Cucurella qui a été meilleur, je trouve, sur la phase de poule. Et ouais, sur la phase à élimination, je l'ai trouvé un peu moins présent, mais il reste bon. Donc oui, il va falloir un réveil, que ce soit Luis de la Fuente, je sais pas comment il va pouvoir améliorer cet Espagnol-là, parce que j'ai l'impression que il peut pas faire mieux que ça en fait, hein. Lamine est revenu juste à temps pour la Coupe du Monde. On voit clairement que physiquement il est pas à 100% et que ça le gêne. Et on l'avait vu avec le Barça en début de saison, quand il avait sa pubalgie, c'était vraiment pas le même. On voit que quand il est touché physiquement, c'est complètement différent. Il est beaucoup moins percutant, il y a moins de coups de rein, et même par la passe, hein. En fait, je pense que ouais, bah ça forcément quand on est blessé, on est touché physiquement et mentalement, et je pense que dans son jeu, ouais, c'est pas la même. C'est pas la même, donc est-ce qu'il y aura un réveil sur le prochain match? Le problème, c'est que pour Lamine, on dit ça à chaque fois sur le match d'après, et au final, il se passe pas grand-chose. Donc ouais. D'autant plus qu'on sait que Nico Williams, voilà, il va avoir très peu de temps de jeu. Ça risque d'être trop court, je pense, contre la France, mais ça on le verra, on sait jamais sur un match, tout peut arriver. C'était tout ce que j'avais à dire concernant ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du match, de la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour le match Norvège-Angleterre qui est très excitant. Allez, salut tout le monde.